le docteur Alexis Talbot, qui est hématologue à l'hôpital de Saint-Louis à Paris, Bernard Delcourt, qui est patient et vice-président de la F3M, qui va nous apporter son point de vue sur le myélome. Moi-même, qui vous accompagnerai sur donc, la présentation et les questions. Et Audrey, qui est là pour nous aider sur tout ce qui est technique. Donc, si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à nous le faire remonter. Comme d'habitude, quelques règles qu'il faut respecter en amont de cette webconférence. Ce n'est pas, bien sûr, une consultation médicale personnalisée. L'objectif, c'est d'échanger et d'apporter des éclairages complémentaires sur le MOOC. Donc, si vous n'avez pas eu de retour sur les questions que vous avez posées, c'est l'occasion de poser ces questions au docteur Talbot autour de la thématique de ce soir. Donc, le sommaire. Tout d'abord, on aura les questions qui sont apparues sur le MOOC, tout au long des échanges dans le MOOC. Ensuite, on aura donc Bernard Delcourt qui parlera sur les effets des traitements et puis, bien sûr, vos réponses aux questions et une conclusion. Eh bien, je vais laisser la parole à Bernard. Bonsoir Bernard, tu m'entends? Tout va bien? Oui, bonsoir Elodie, je t'entends très bien. Je m'excuse, mais j'ai eu un problème de connexion vidéo. Ça ne fonctionne pas ce soir. Mais voilà, je m'adapterai, mais si vous m'entendez, c'est parfait. On a la joie d'accueillir donc le docteur Alexis Talbot pour une deuxième webconf avec lui, qu'on a rajouté parce que pour ceux qui ont participé avec une webconf avec le docteur Karim Belach, on a rencontré beaucoup de difficultés techniques et à la fois sur le contenu. Voilà. Donc on souhaitait pouvoir réévoquer donc la problématique des traitements du myélome au sens large. On peut remercier d'autant plus le docteur Talbot qui faisait partie de la grande délégation française d'hématologues qui viennent de participer au congrès de la Société américaine d'hématologie, qui est le plus grand événement au monde en hématologie, parce que on m'a dit que ça réunissait plusieurs dizaines de milliers de participants. Il vient juste de rentrer. Donc, voilà, il nous en parlera à chaud en fin de webconf, après donc avoir abordé un certain nombre d'aspects médicaux. Alors, voilà, il ne s'agit pas d'aborder le problème des traitements et des effets indésirables liés au traitement d'un point de vue court magistral, mais on est plutôt parti de ce que vous avez exprimé au travers de vos diverses contributions. On a noté un certain nombre de questions pour lesquelles il n'y avait pas forcément eu de réponse très précise au niveau des échanges, et aussi des questions dont on pense que il est intéressant que toute la communauté qui est représentée au travers de cette webconf, je vois un certain nombre de prénoms, Marie, Guy, Pascal, Jean, Dominique, Marie, Martine, voilà, et encore d'autres, voilà, vous puissiez entendre de sa part donc des réponses communes. Alors, Alexis Talbot devrait nous rejoindre d'ici quelques minutes. On a l'assurance qu'il est en route, il n'y aura pas de souci technique parce qu'il est, voilà, il est habitué à ce genre d'exercice. Ce que on peut faire, alors sauf s'il y a des questions qui apparaissent, si vous avez des questions concernant, qui pourraient concerner ce pourquoi je suis là ce soir, alors c'est quelque chose qu'on a déjà abordé lors de la première webconf avec le docteur Talbot. C'était comment nous, en tant que patients, faire en sorte d'atténuer les effets secondaires des traitements. J'avoue que j'ai encore jamais rencontré un malade du myélome qui m'a dit n'avoir eu à affronter aucun effet secondaire suite à ces traitements. Donc voilà, c'est une réalité, mais par contre, les réponses que chacun d'entre vous a apportées pour mieux vivre au quotidien avec ces traitements et faire face à ces effets indésirables, à ces effets secondaires des traitements, sont très très variés, et vous faites tous très largement appel
bien évidemment à ce qu'on appelle des soins de support, mais ça, les soins de support aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on se doit de bénéficier lorsqu'on est pris en charge pour un myélome. Les soins de support, c'est un suivi psychologique, c'est un suivi avec une diététicienne, c'est éventuellement un accompagnement pour maintenir une certaine activité physique au travers de séances de kiné. Voilà. Mais après, il y a toutes les médecines, des médecines dites complémentaires et surtout pas alternatives, parce qu'il n'y a pas d'alternative pour être soigné pour un myélome que de suivre les traitements que proposent les médecins. Voilà. Et, voilà. Et c'est vrai que là, les expériences qui ont été évoquées au travers des contributions sont, voilà, j'ai pas le slide avec toute la liste que vous avez fait part, mais c'est énorme, quoi. Il y a énormément de choses. Et puis c'est vrai que je lis le commentaire de Catherine de Tis là, en ligne. Le MOOC est un bon antidépresseur sans effet secondaire. Je la remercie pour ce commentaire parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens. Je suis peut-être un peu moins présent pour répondre à vos contributions parce que voilà, j'ai beaucoup de travail par ailleurs pour l'association et j'ai beaucoup apprécié que toute une équipe de tuteurs, on est une quinzaine, voilà, se relaye au quotidien pour vous répondre et font ça très très bien d'ailleurs. Et je vois un petit clin d'œil aussi aujourd'hui d'Aurélie qui dit mais le MOOC devrait être prescrit, c'est-à-dire que en dernière ligne, après nous avoir prescrit du Dalicad avec un peu de Revlimid et voire un peu d'Hexaméthasone, vous y retrouverez, je pense, dans ce type de traitement, on devrait dire en dernière ligne, suivez le MOOC. Voilà. Je réponds en même temps, il existe des cures thermales conseillées. C'est un sujet non, parce que tout ça, je sais qu'il y a des malades du myélome qui suivent régulièrement des cures thermales parce que généralement à côté de leur myélome, parce qu'on est quand même une population qui est pas toute jeune, qui est beaucoup moins jeune que le dit que vous voyez à l'écran, mais on peut être atteint de rhumatisme et on sait que si on est atteint de rhumatisme ou d'autres choses, d'autres problèmes de ce type, il y a des cures qui sont excellentes. Voilà. Voilà. Donc, alors, oui, peut-être on n'a pas fait on n'a pas donné l'actualité du MOOC. Le MOOC, c'est aujourd'hui 270 personnes inscrites. Pour moi, et donc engagées sur le MOOC. Il y en a 1400 commentaires publiés. Aurélie, je n'ai plus le chiffre de gens qui ont terminé le programme. Tu as ça sous les yeux ou pas? Dans le dernier reporting, je crois que c'est. Attends, je vais vérifier. Je ne veux pas dire de bêtises. Non, c'est pas. Voilà. Alors, point important, le MOOC restera ouvert jusqu'au 16 décembre inclus. Donc, ça signifie que pour cette session MOOC, et c'est une première, on aura été ouvert plus de 2 mois, puisque le MOOC a été ouvert, cette session de MOOC a été ouverte à l'issue de la JNM, la Journée nationale d'information sur le myélome du 13 octobre. Vous me direz, mais pourquoi vous ne restez pas ouvert encore plus longtemps? Parce que, écoutez, on va rentrer dans une période de fête. Je ne peux que remercier une nouvelle fois les tuteurs qui ont vraiment fait un travail considérable pour vous encourager, vous accompagner au jour le jour. Et il faut bien que avec cette période de fête qui est devant nous, voilà, on fasse une pause. Voilà. Voilà, je pense qu'Alexis Talbot nous a rejoint. Bonsoir Alexis. Est-ce qu'il vient de publier? Voilà. Je ne sais pas s'il nous entend. Est-ce qu'il vient de mettre un commentaire là? Un petit message. Alors. Non, il n'est pas encore sur scène. Il ne devrait pas tarder. Ouais. Alors, je vois aussi des questions pour revenir sur
je vois les traitements en troisième ou quatrième ligne de traitement, c'est sûr que, en attendant qu'Alexis Talbot arrive, on a la chance, si vous voulez, d'avoir 3 nouveaux médicaments qui sont arrivés sur le marché ou qui sont disponibles au travers d'une ATU. 2 inhibiteurs de protéasone qui sont le carfilzomide, qui est quelque chose qui nous est prescrit en intraveineux, et le Ninaro, qui est chez Takeda, qui lui est un inhibiteur du protéasone par voie orale. Donc ça, c'est une première. Et que aussi donc le premier anticorps monoclonal donc disponible est le Darzalex, distribué par Janssen. Que là, le Darzalex est actuellement donc prescrit au travers en intraveineux, avec certaines contraintes concernant les durées d'injection pour ceux qui ont déjà voilà. Voilà, donc on reviendra. La question du traitement d'entretien en Revlimid, de combien de temps, c'est une des questions qui est soulevée dans la liste de questions. Ah ben voilà. Pardon, excusez-moi. Bonsoir Alexis, je répondais au fil de l'eau, donc quand je pouvais répondre aux questions, aux encouragements. Voilà. Donc je vous propose d'avancer, d'abord de vous remercier pour votre disponibilité, parce que je sais que vous avez eu un emploi du temps chargé. Vous revenez du congrès de l'ASH, si j'ai bien compris. Absolument. Voilà, et quand un médecin s'absente de son service, il retrouve des consultations qui doivent être un peu plus chargées à son retour. Exactement. Voilà. Et donc, je vous propose, Élodie, d'avancer là sur les diapos. Voilà. Voilà. Donc, ce soir, Alexis, on avait eu donc une première webconf, mais qui avait été compliquée d'un point de vue technique. Donc, on avait dit qu'on la refaisait aujourd'hui. Alors, il ne s'agit pas, bien vous le savez, de faire un cours magistral sur les traitements du myélome, voilà. Mais voilà, on a relu un peu toutes les questions qui avaient pu être soulevées au travers des commentaires publiés. Donc, on voudrait revenir dans un premier temps sur toutes ces questions que vous verrez apparaître sur l'écran après et qu'il n'y aura pas de difficulté pour vous pour y répondre. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, vous nous demandez à chaud vos impressions par rapport au congrès de l'ASH, dont on sait que c'est le plus important congrès en hématologie au monde, qui rassemble je ne sais pas combien de personnes, mais je comprends que c'est plusieurs dizaines de milliers, et quelles sont les annonces qui ont pu être faites concernant le myélome. Voilà. J'en dis pas plus, je vous laisse la parole et on démarre par toutes ces questions d'actualité qui sont repérées sur le slide qui suivent. Et très bien. Vous voulez le faire avancer. Donc, bonsoir à tous, excusez-moi pour ce retard. Effectivement, j'ai cru comprendre que c'était une séance de rattrapage parce que les questions que vous posez ou les questions qui peuvent se poser sur cette thématique sont devenues de plus en plus complexes. Et donc, je pense que c'est bien qu'il y ait une deuxième session pour répondre à toutes ces questions. Et comme la dernière fois sur les traitements complémentaires, j'ai pas prévu de diaporama pour pas faire un cours magistral parce que c'est pas du tout l'objet, le but de ces webconférences. Mais avec la liste qui est présentée ici des questions, je vais tâcher de répondre. Donc la fois dernière, j'ai esquivé toutes les questions au traitement. Là, je vais pas pouvoir les esquiver. Et si vous avez des questions au fil de l'eau qui viennent, n'hésitez pas à les poser sur le chat en direct, tout en sachant que bien sûr, je ne pourrais pas répondre aux questions personnelles ou au cas par cas. Et globalement, je vais dire que toujours, il faut avoir une confiance envers son équipe soignante qui a toujours l'objectif de proposer à l'heure actuelle, à l'état de connaissance actuelle de la science, de votre pathologie, de votre antériorité des traitements, des effets secondaires. On a toujours l'objectif de choisir le meilleur traitement actuellement au diagnostic ou à la rechute. Et donc, même si je peux concevoir que c'est quasiment un réflexe, essayer de ne pas comparer les situations qui sont relativement toujours toutes différentes, ce qui peut expliquer les différences de traitement proposés aux uns et aux autres. Mais donc, on va essayer d'aborder les questions générales. La première question que je vois qui est affichée, c'est sur des critères de réponse au traitement. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce mot stringent, c'est un peu un anglicisme, enfin une traduction anglaise, qui est arrivée depuis quelques années. Vous savez que
on dépend de critères internationaux. Donc, effectivement, les congrès internationaux permettent de regrouper tous les experts de cette discipline du myélome, et tous les experts se réunissent tous les 2-3 ans pour se mettre d'accord au niveau international sur les définitions, pour qu'on parle bien des mêmes choses, et pour, surtout dans les études, pouvoir comparer les différentes données. Donc, ce terme de réponse stringente est un nouveau terme, puisque dans les traitements des 10 dernières années, on n'avait pas les moyens d'obtenir des réponses extrêmement profondes. Et de plus en plus, avec les nouveaux traitements dont on va parler aujourd'hui, on a vu apparaître des réponses d'une profondeur jamais atteinte auparavant. On dit réponse stringente quand sur l'électrophorèse, on n'observe plus le pic monoclonal, qui est pour nous un des marqueurs principaux, un marqueur de la masse du myélome. Et donc, quand on ne le voit plus, ce pic, et qu'en plus, on complète avec un dosage plus fin qui s'appelle l'immunofixation, pour voir si on voit une petite trace dans les immunoglobulines, et ben, quand on n'a plus ce pic à l'électrophorèse, que l'immunofixation, on dit qu'elle ne retrouve pas le pic, et qu'en plus, un dosage encore plus fin, qu'on appelle le dosage des chaînes légères libres dans le sérum, ben, c'est des critères pour dire que la réponse, elle est très bonne, on ne voit plus le composant monoclonal dans le sang, et donc on dit une réponse stringente. Mais bon, donc il y a plusieurs catégories de réponses qu'on appelle soit une réponse partielle, soit une réponse très bonne partielle, soit une réponse complète, soit une réponse stringente. Voilà. Donc c'est la profondeur de la réponse, et donc il faut à chaque fois faire des examens complémentaires dans le sang pour détecter cette réponse. Dans la deuxième question, donc n'hésitez pas à me relancer par oral s'il y a des questions sur le chat que je saisis pas au passage, mais je vais d'abord répondre à toutes ces questions-là. Dans le cadre d'une autogreffe, la phase de consolidation est-elle systématique? Donc ça, c'est une question intéressante. Ce qu'on sait actuellement, c'est qu'après l'autogreffe, il faut faire un traitement. Ce traitement, il a mis du temps à être conçu. Et donc, il y a une période qu'on appelle de consolidation. Globalement, en consolidation, on reprend les traitements du début, avant l'autogreffe. C'est une phase qu'on appelle l'induction. On reprend les mêmes traitements, mais après l'autogreffe, à condition que ce traitement d'induction ait été efficace et qu'il n'ait pas entraîné d'effets secondaires majeurs. Mais aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire qu'après l'autogreffe, il faut continuer des traitements pour maintenir la qualité de la réponse obtenue. Et on sait, j'allais dire malheureusement, mais c'est plutôt quelque chose de positif, qu'aujourd'hui, plus on continue les traitements longtemps, plus l'activité sur la maladie est bonne, et plus la rechute elle est retardée. Donc c'est vrai qu'on est dans une période où de plus en plus, il y a la phase d'induction, l'autogreffe, la phase de consolidation, et maintenant une phase qu'on appelle d'entretien, quand on poursuit avec aujourd'hui un seul médicament, mais probablement demain, ça sera l'association de plusieurs sur une période longue de 2 ans. Donc oui, aujourd'hui, un traitement après l'autogreffe de consolidation, voire d'entretien, devient quasi systématique. Je vois apparaître une question sur la place d'un terme encore technique qui s'appelle la MRD. Donc la MRD, ça veut dire c'est la mesure de la maladie résiduelle. Donc c'est toujours des traductions anglaises. Ça, c'est un terme assez nouveau pour les médecins qui s'occupent du myélome, parce que jusqu'à à peu près 4-5 ans, on ne se basait que sur l'électrophorèse, c'est l'examen le plus classique qui nous permettait de suivre les marqueurs. Ce que j'ai dit tout à l'heure pour la réponse stringente est vrai aussi pour la maladie résiduelle. Avec les thérapies actuelles, on obtient des réponses d'une profondeur quasiment jamais égalée dans cette pathologie. Et donc là, la maladie résiduelle, pour ça, on a besoin de faire malheureusement un prélèvement médulaire, donc un myélogramme, qui nous permet d'étudier 1 million, voire 10 millions de cellules. Et pour des patients qui ont obtenu une réponse dans le sang qu'on appelle de stringente, donc je rappelle, sur lequel on ne voit pas le pic à l'électrophorèse, l'immunofixation, on ne détecte pas le clone plasmocytaire, le dosage des chaînes légères est normal dans le sang. Donc, étudier la maladie résiduelle permet de voir si au sein de 10 millions de cellules de la moelle, on retrouve, oui ou non, une seule cellule, un plasmocyte qui pourrait rester tumoral. Donc ça, c'est des mesures assez nouvelles qu'on a tendance de plus en plus pour les patients qui sont inclus dans des protocoles à faire de manière assez systématique tous les 6 mois, voire tous les ans, pour permettre de suivre. C'est des techniques nouvelles dans le myélome. On ne sait pas aujourd'hui, en dehors des protocoles,
à quel moment il faut le faire, combien de fois il faut le faire, quels sont les seuils de détection. Donc actuellement, c'est encore dans la pratique de la recherche. Ce que l'on sait, c'est que les patients qui obtiennent une très bonne réponse sur le traitement dans le sang et qui en plus, chez qui on ne détecte pas un seul plasmocyte parmi 10 millions de pathologiques, on sait que la réponse au traitement est très 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 bonne. Mais encore aujourd'hui, ça ne nous permet pas de décider pour un patient donné, est-ce qu'on va modifier les traitements. Donc aujourd'hui, on essaye de plus en plus de proposer aux patients de faire cette analyse pour demain pouvoir designer ou choisir les traitements en fonction de ces marqueurs. Pour dire les choses autrement, on regarde ce que font nos autres collègues dans d'autres pathologies. Je pense à certaines formes de leucémie aiguë où on adapte les traitements en fonction de la mesure de cette maladie résiduelle qui en fait est un marqueur beaucoup plus sensible, beaucoup plus profond que la simple électrophorèse. Une question sur les traitements. Les nouveaux médicaments sont-ils moins toxiques, notamment les médicaments oraux? Donc ça, je pense que les médicaments oraux ne sont pas forcément moins toxiques que les traitements intraveineux. Ça, c'est des mécanismes d'action différents, mais c'est pas forcément parce que c'est oral que c'est moins efficace ou moins toxique. Il y a une sorte d'influence industrielle aujourd'hui pour vendre des médicaments qu'on appelle chemo-free, c'est-à-dire sans chimiothérapie, parce que c'est des médicaments innovants qui jouent par d'autres mécanismes d'action que la chimiothérapie qu'on pouvait utiliser dans les pathologies hématologiques il y a 10-20 ans. Mais ce que disent les hématologues, c'est ce qui est chemo-free n'est pas toxico-free. Donc, même si c'est des médicaments modernes qui n'ont pas les mêmes effets secondaires classiques des chimiothérapies, il y a quand même des effets secondaires. Pour lister les plus classiques des médicaments oraux adaptés au myélome, la classe des immunomodulateurs, il y a un risque de faire une maladie thromboembolique, donc c'est pour ça qu'il y a souvent un traitement pour éviter ces effets secondaires. Il y a des risques infectieux, ça fait baisser les éléments du sang et parfois des troubles digestifs de certains types de médicaments. Donc, dans tout ce qui n'est pas oral, il y a quand même une toxicité. Globalement, c'est vrai que les médicaments sont mieux tolérés aujourd'hui que ceux d'il y a 20 ans, mais il faut considérer que chaque médicament a des effets secondaires propres qu'on connaît, qu'on essaye de prévenir et qu'on peut moduler et adapter au cas par cas. Une question sur la phase du traitement d'entretien. Donc, ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, je vais permettre d'y revenir. Après la phase de l'autogreffe, je vous dis, il y a forcément un traitement post-autogreffe, généralement une période de consolidation où on utilise trois médicaments ensemble avec la corticothérapie, puis une phase d'entretien. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul médicament qui a sa place dans cette phase d'entretien, puisque pour qu'un médicament soit optimal en phase d'entretien, il faut qu'il puisse être bien toléré pour le maintenir sur une période qui, en France, est estimée à 2 ans. C'est la place du Revlimid. Mais ça pose quelques problèmes puisque à ce jour, il n'y a pas encore du remboursement de ce médicament dans cette indication. Donc, de plus en plus de centres le proposent, mais c'est pas encore proposé systématiquement dans tous les centres. Globalement, quand on analyse les données de plusieurs séries qui ont été réalisées au niveau international, il y a une impression d'un bénéfice de poursuivre les traitements en continu quand ils ont été efficaces et bien tolérés. Donc, de plus en plus, on a tendance quand même à proposer ce traitement d'entretien. Et on voit apparaître d'autres médicaments encore mieux tolérés. Donc, globalement, la phase de traitement s'allonge pour permettre une réponse encore plus durable. Et donc, cette question-là a été complétée par, notamment après un traitement de première ligne. Donc, voilà, le schéma que je répète, c'est effectivement la prise en charge de la première ligne. Qu'est-ce que ça veut dire la première ligne? C'est en fait la première fois qu'un patient a besoin d'un traitement dans le cadre d'un myélome. Cette première phase, elle comprend une association de 3 médicaments, parfois dans certains protocoles 4, mais 3 médicaments avec 3-4 mois de phase qu'on appelle d'induction, la phase à l'hôpital d'autogreffe, les phases de consolidation et après le traitement d'entretien. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle effectivement le traitement de première ligne. Une question d'actualité sur la vaccination. Le message principal, c'est quand on a certaines comorbidités, donc certains antécédents, et donc quand j'entends antécédents, ça comprend à la fois
l'âge avancé, plus de 65 ans, certains terrains bronchitiques ou de BPCO, ou des maladies oncologiques ou hématologiques, donc le myélome rentre dans cette case-là. Il y a un surrisque de faire des infections grippales et des formes de grippe plus graves que les patients qui n'auraient pas de ce type d'antécédents. Et donc, il faut essayer de se protéger par quelque moyen que ce soit de l'infection grippale. Et donc, la première recommandation, c'est que l'entourage soit vacciné contre la grippe de manière efficace. Parce que chez les patients atteints d'un myélome avec parfois des corticoïdes, il y a un risque que le vaccin soit moins efficace. Donc, il n'y a pas d'effet secondaire principal ou il n'y a pas de contre-indication de la vaccination. Il y a cette moindre efficacité de la vaccination puisque les lymphocytes et les anticorps sont un peu imprégnés de corticoïdes. Donc nous, ce que je peux recommander, c'est il n'y a pas de contre-indication donc de faire le vaccin, mais c'est surtout l'entourage qui doit être vacciné. Je rappelle que le vaccin contre la grippe ne protège pas d'un syndrome grippal, ne protège pas de faire la grippe, ne protège pas d'avoir de la fièvre, mais il protège surtout des formes graves de grippe. Et pour les médecins, les formes graves, c'est celles qui amènent le patient à consulter à l'hôpital parce que des problèmes respiratoires et parfois nécessité d'une ventilation mécanique, d'une intubation en réanimation. Et donc, ce vaccin a une capacité de protéger de ces formes graves de grippe. Donc, la communauté médicale a plutôt tendance à favoriser la vaccination et surtout transmettre le message auprès de la personne qui pourrait contaminer ou l'entourage doit être vacciné aussi pour faire les choses simplement. Donc, voilà, j'ai répondu à la première série. Donc, n'hésitez pas à me relancer à l'oral s'il y a des questions. Bernard Decour, là. J'ai noté, si vous voulez, dans les commentaires. Vous m'entendez? Moi, je vous entends, oui. On t'entend, Bernard. Ok. Un participant dit, voilà, a évoqué autogreffe intensive. Il me dit, mais on me propose une deuxième autogreffe, on l'a qualifiée d'intensive. Donc, je pense que vous pouvez peut-être redire que toute autogreffe est liée à une chimie intensive. Et puis, est-ce que pour le traitement des malades du myélome, il y a encore une place pour l'allogreffe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des patients pour qui l'allogreffe est un bon choix en termes de traitement? D'accord. Donc, pour ce qui est de la première question, effectivement, dans certains cas, on peut reproposer une deuxième autogreffe. Lors de la phase initiale du recueil des cellules souches en thérapie cellulaire, en cytaphérèse, on fait en sorte de prélever le maximum de cellules initialement. Et chez certains patients, on recueille le nombre suffisant pour faire deux greffes. Le terme autogreffe, c'est ce que nous aussi on utilise en pratique courante, mais c'est un abus de langage. Le traitement de cette phase-là, c'est vraiment la chimiothérapie qui est reçue les quelques jours après l'arrivée à l'hôpital, qu'on appelle le melphalan à forte dose. C'est des doses 200 mg par mètre carré. C'est des doses qui entraînent à coup sûr une baisse des globules de manière très importante, des globules blancs, des plaquettes et des globules rouges. Et pour limiter le risque de faire des accidents infectieux, des accidents hémorragiques ou d'avoir des anémies trop profondes, on réinjecte ces cellules souches périphériques pour raccourcir la durée de la baisse des globules pour éviter les infections, surtout les infections qui peuvent être graves quand on n'a pas de globules. Donc voilà, le vrai terme, c'est une intensification thérapeutique suivie de la réinjection des cellules souches périphériques, mais comme c'est un peu long, on raccourcit ça par autogreffe. Tout ça pour dire que quand il y a autogreffe, le mécanisme, c'est pas apporter les cellules. En soi, les cellules, on sait aujourd'hui qu'elles ont aucun effet contre la maladie. C'est vraiment la chimiothérapie qui permet d'avoir une forte activité antitumorale. Et donc, quand on fait une deuxième autogreffe, il y a forcément, avant cette phase de chimiothérapie, des traitements de nouveau d'induction et forcément cette dose de melphalan. Cette dose de melphalan, dans certains cas, on est amené à la baisser parce qu'elle peut être trop toxique. Donc, effectivement, il y a certains centres où on peut proposer une deuxième autogreffe chez des patients avec un âge un peu avancé. Dans ce cas-là, on baisse la dose pour éviter les complications infectieuses, pour éviter que la baisse des globules dure trop longtemps, ou chez des patients qui ont des problèmes au niveau rénaux, comme il y a un métabolisme, une élimination par voie rénale, on baisse aussi les doses. Donc là, c'est des questions un peu de spécialistes, mais voilà. Proposer une deuxième autogreffe,
est une solution qu'il faut se poser, surtout quand la première elle a été efficace, c'est-à-dire qu'elle a permis un bon contrôle de la maladie pendant une période qui doit être relativement longue, minimum 2-3 ans, vraiment 3 ans minimum, pour reproposer ce traitement qui est quand même, vous conviendrez, assez lourd et à l'ère de nouveaux médicaments qui existent. Voilà, donc pour répondre à cette question sur la greffe. Et il y avait une deuxième question que j'ai dû oublier. Voilà. La deuxième question, qu'est-ce qui peut, voilà, est-ce qu'il y a des personnes pour qui finalement la meilleure solution est de leur proposer une greffe. Donc, jusqu'il y a encore quelques années, en hématologie, quand les traitements classiques n'avaient pas été suffisamment efficaces, l'allogreffe était un moyen différent puisque ça jouait avec le système immunitaire, un combat entre le donneur et le receveur. Donc c'était une alternative restreinte pour certains patients qui avaient un âge très jeune, de moins de 55 voire 50 ans, sans antécédents particuliers. Il faut bien concevoir que le traitement par une allogreffe est totalement différent que celui d'une autogreffe, avec une toxicité beaucoup plus importante, beaucoup plus lourde. Et donc, on l'a réservé à certains patients avec des anomalies des chromosomes très, très particulières et des patients qui avaient déjà reçu un traitement classique habituel. Et de moins en moins, il y a aujourd'hui d'indications. De moins en moins, il y a d'indications de place pour cette stratégie thérapeutique avec les nouveaux traitements dont on va parler par la suite. Donc, une place très limitée dans le myélome. Chez certains patients très particuliers, ça peut être une proposition, mais jamais en première ligne et toujours dans un centre expert qui a l'habitude de faire des allogreffes puisque c'est vraiment une thérapie très, très particulière. Je continue la suite des questions qui sur la rechute. Donc, comment détecter une rechute? Est-ce que c'est par le dosage des chaînes légères? Est-ce que c'est par la mesure des pics ou à travers l'imagerie? C'est à travers tout ça. C'est surtout à travers des consultations qui sont faites régulièrement après les traitements. Il y a plusieurs formes de myélome et donc on suit les marqueurs. Globalement, on a besoin de discuter avec vous, savoir grossièrement, est-ce que ça va ou est-ce qu'il y a des problèmes particuliers. On est forcément très vigilant sur tout ce qui est les signes osseux, donc les douleurs. Il n'y a pas forcément d'indication pour faire des imageries répétées, puisque ça n'a pas permis de détecter plus d'anomalies, mais c'est classiquement les douleurs et surtout c'est le suivi biologique qui comprend la numération des globules. On regarde le taux de l'hémoglobine, on regarde la fonction du rein, la sécrétion éventuelle de protéines par les urines, le taux du calcium qui peut être un reflet en cas d'atteinte osseuse, et aussi le moyen le plus important, c'est l'électrophorèse des protéines sériques, qui, dans certaines formes de myélome à chaîne légère, sera complétée par la mesure des chaînes légères à l'hôpital. Donc voilà, c'est un suivi qu'on appelle clinico-biologique. Il faut voir son hématologue régulièrement en consultation, voir si tout va bien et surveiller la prise de sang. Lors de la rechute, on essaye de traiter avant que les signes cliniques apparaissent. Les signes cliniques dans le myélome, c'est l'apparition de l'anémie qui doit être liée à la maladie, parce que parfois ça peut être lié aussi au traitement, l'apparition d'une augmentation du taux de calcium en cas de lésion osseuse, et des atteintes du rein ou l'apparition de protéines dans les urines. Donc, on essaye de reproposer un traitement lorsqu'on voit que le marqueur principal, soit le pic sur l'électrophorèse, soit les chaînes légères, sont en train de remonter. Avant que les complications arrivent, on va reproposer un traitement pour de nouveau être efficace. Lorsque la rechute elle est confirmée, on peut, dans certains cas, proposer de refaire un myélogramme, parce que c'est vrai que autant au diagnostic, c'est très important d'avoir des données sur la cytogénétique, d'analyser les chromosomes des plasmocytes qui sont malades, puisqu'il y a certaines anomalies récurrentes qui n'ont pas toutes la même sensibilité au traitement. On sait qu'il y a des patients qui ont besoin de traitements plus
longtemps ou de manière plus agressive que certaines autres formes. Donc, c'est important de le faire au diagnostic. C'est rare qu'il y ait des anomalies acquises lors de la rechute, mais c'est une question qu'on se pose. Et à la première rechute, on a tendance à reprélever, refaire un myélogramme pour réanalyser ces chromosomes pour voir s'il n'y a pas eu effectivement une nouvelle anomalie. Sachant, et ça sera dans les questions plus tard, il y a des nouveaux traitements qui ont l'air d'être, enfin, qui sont vraiment très efficaces sur un certain sous-type d'anomalies. Donc, c'est plutôt la nouvelle actuelle, c'est que de plus en plus, on a tendance à refaire des myélogrammes et pour pouvoir adapter les traitements. Il y a une question, on a parlé tout à l'heure de la maladie résiduelle. J'ai répondu partiellement puisque j'ai dit que c'était en faisant des examens de la moelle osseuse. Malheureusement, il y a une étude qui a été faite récemment par les équipes françaises. On sait qu'aujourd'hui, pour pas mal de maladies de la moelle osseuse, les maladies des ganglions ou les maladies oncologiques en général, il y a une quantité qu'on appelle d'ADN tumoral qui circule dans le sang. Donc, on a des techniques modernes pour détecter des faibles quantités d'ADN des cellules qui sont malades sur une prise de sang. Cette étude, elle a montré qu'il n'y avait pas aujourd'hui de corrélation entre l'étude de ce qu'on a appelé la maladie résiduelle, donc l'étude de 1 à 10 millions de cellules au sein de la moelle osseuse et la détection d'ADN tumoral dans le sang. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle les gold standards, enfin la référence pour étudier la maladie résiduelle, se fait encore aujourd'hui malheureusement sur l'analyse de la moelle osseuse, donc en refaisant un myélogramme, et on a besoin d'aspirer pour ça une quantité de cellules assez importante pour avoir une sensibilité très profonde. Rapidement, il y a deux techniques pour détecter cette maladie résiduelle. Soit une technique très habituelle qui s'appelle une cytométrie de flux, où on passe les cellules au sein dans une machine et elles passent une à une, et en fonction de leur marqueur de surface, on les détecte comme ça. Soit on analyse ce qu'on appelle par un séquençage, on analyse le clone tumoral. Donc voilà, c'est des techniques, mais je le répète, qui sont pratiquées encore actuellement dans le cadre de la recherche, mais qui peuvent être vous proposées de plus en plus souvent. Une dernière question sur les traitements, les effets secondaires les plus fréquents liés au traitement. Et donc en fait, ce que je vous ai dit, c'est qu'ils étaient globalement connus, puisqu'avant qu'un médicament puisse être disponible et d'avoir une AMM, il y a eu des études faites sur des centaines, voire des milliers de patients, et donc les effets secondaires classiques des médicaments sont connus. Il faut essayer de raisonner par classe de médicaments. Et chaque classe de médicaments a malheureusement son lot d'effets secondaires. On en a pas mal parlé la semaine dernière sur les traitements complémentaires. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les inhibiteurs du protéasome, le Velcade principalement, a un effet secondaire, une altération de la sensibilité, voire de la motricité, donc une neuropathie périphérique. Les immunomodulateurs, le lénalidomide, l'imnovide et la pomalidomide, l'imnovide, pomalidomide et la thalidomide ont comme effet principal d'avoir un risque de faire des thromboses, des caillots de sang, et donc pour ça, il faut fluidifier. Donc c'est ça les effets secondaires principaux, et bien sûr avec la corticothérapie, une hyper-excitabilité, parfois un changement un peu de l'humeur, de la rétention de sel et d'eau, des troubles du métabolisme du sucre, et un surrisque de faire des infections. Donc globalement, il y a toujours des traitements pour accompagner ces médicaments par chimiothérapie, même si elles sont par voie orale, pour limiter au maximum les effets secondaires. Et donc pour les atténuer, il faut être assez vigilant sur tel et tel effet secondaire. Donc classiquement, on demande aux patients de lister ce qu'ils ont ressenti lors de la première cure, pour qu'on puisse un peu adapter le traitement lors des secondes cures et lors du suivi. Et donc les questions suivantes. Oui. Oui, je veux dire simplement, Alexis, la classe est très attentive. Hein. Je vois qu'à notre époque, si vous voulez, à mon époque, quand on était enfant, on se passait des petits papiers pour parler d'un copain à un autre. Là, il y a plein de petits messages entre les participants entre eux, mais beaucoup de likes vous concernant. Hein, donc voilà. Et puis il y a un participant qui a décidé de vous poser une colle. Hein, qu'est-ce qu'on appelle un discret profil oligoclonal?
Donc j'aime bien l'école. Mais c'est vrai que on voit que de plus en plus les patients, grâce, je pense, à la F3M, grâce au MOOC, sont acteurs dans leur prise en charge et de leur santé. Donc, on ne peut que se réjouir. Mais voilà, il y a des termes parfois compliqués. Donc, le terme oligo-clonal. Pour faire simple, sur cet examen qui est l'électrophorèse des protéines sériques, on distribue sur un gel d'agarose, on regarde la migration des différentes protéines qu'on a dans le sérum. La première bande qui apparaît, c'est l'albumine, qui est un reflet de l'alimentation générale. Et par la suite, on a différentes protéines qui servent à la fois à l'inflammation ou à faire une activité d'hémostase. Et à la fin, dans cette zone qu'on appelle des gamma-globulines, c'est la zone où sont présents les anticorps. À l'état physiologique normal, on a des anticorps qu'on appelle polyclonaux, c'est-à-dire qu'il y a plein de sortes différentes d'anticorps et c'est un peu le rôle de notre système immunitaire, c'est de fabriquer un tas d'anticorps extrêmement large, des millions, voire des milliards, pour être capable de se défendre contre toutes les infections qu'on pourrait rencontrer. Quand je parle d'infection, c'est pas forcément les bactéries, c'est tous les agents qu'on peut rencontrer dans notre vie de tous les jours. Lorsque il y a une gammapathie monoclonale qui apparaît, il y a un seul anticorps issu d'un plasmocyte qui va dériver, qui va fonctionner en excès, et c'est ce qu'on voit apparaître sous cette forme de bande à base étroite, ce qu'on appelle vulgairement un pic, parce qu'il y a la sécrétion par un plasmocyte d'un anticorps qui a toujours la même taille, la même densité, la même charge électrique, et donc il va toujours migrer au même endroit. Donc on a dit la forme polyclonale quand on voit un espèce de dôme sur l'électrophorèse, ça c'est l'état quand il n'y a pas de pathologie particulière. Il y a l'état où il y a ce pic à bande étroite et il y a des formes parfois où il y a, entre guillemets, entre les deux, il y a une toute petite quantité d'un anticorps en excès, mais sans que le biologiste soit sûr que ça soit formellement un excès important. Et donc, c'est un état oligoclonal, ça veut dire qu'il y a un ou deux anticorps sécrétés un peu en excès. On voit ça en post-autogreffe, lorsque le système immunitaire se reconstitue, on voit apparaître des profils oligoclonales. Globalement, ça veut dire qu'il y a une petite race d'anticorps en excès, mais pas en quantité importante. Après des infections assez importantes, on peut voir ça apparaître. Et donc, il faut suivre au cours du temps ce profil oligoclonal. Et le fait de faire un examen plus sensible qui s'appelle l'immunofixation, il peut nous permettre de répondre à la question, est-ce qu'il y a un seul anticorps oligo-monoclonal ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Alors, je vois qu'il y a un problème de... Oui, je pense qu'on a perdu Elodie. Je ne sais pas si elle est encore présente. Donc, on est deux sur la séance. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de parler à chaud de ce que vous avez entendu et discuté donc lors du congrès de la SH. Et c'est vrai que je n'ai pas posé, mais bien sûr le mot carticelle a été évoqué à plusieurs reprises dans les commentaires. Hein. C'est on remonte dans le mauvais sens. Voilà. Oui. Alors, je vous laisse la main. Oui, voilà. Attendez, oui, c'était justement les carticelles, voilà, les nouveaux médicaments en cours de développement. Enfin, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler avec un éclairage de ce qui a été annoncé ou ce qui a pu être dit? C'était à San Diego, je pense, le congrès. Oui. Donc voilà, j'aurais fait exprès de ne pas en parler jusque-là pour garder les questions les plus brûlantes sur la fin et garder l'attention jusqu'à la fin. Alors, voilà. Alors, je vais vérifier quand même au niveau du chat que c'est bien le cas. Pour reconstituer, enfin remettre un peu le contexte à sa place, l'ASH, c'est le congrès américain d'hématologie. Et bien sûr, qui dit congrès américain dit congrès mondial. Et donc, c'est un endroit où tous les hématologues de tous les pays, surtout développés, peuvent se rencontrer, échanger, discuter. Et au final, il y a 30 000 personnes qui sont réunies chaque année dans une ville américaine. C'est vraiment un endroit assez intéressant pour échanger, voir les différentes stratégies thérapeutiques utilisées et pour pouvoir rencontrer les collègues. Effectivement, depuis un an, enfin là c'est la deuxième année, la place des carticelles est très importante dans ce congrès où
ou tous les problèmes hématologiques, qui va du problème des globules rouges à tous les types de sous-types de cancer est abordé, et chacun à sa place. Et donc l'immunothérapie fait un pas très, très important. La question principale, bien sûr, est celle des CAR-T-cells. Il y a eu quelques émissions journalistiques un peu courtes cet été pour parler des premiers essais des CAR-T-cells. Globalement, pour expliquer simplement les CAR-T-cells, c'est un peu un fantasme de l'immunologie et des hématologues. C'est au sein d'une cellule, une cellule qui est un lymphocyte d'un patient, un lymphocyte T, c'est-à-dire que c'est une cellule qui a comme activité normale de tuer les cellules tumorales ou infectieuses. Au sein de cette cellule, c'est d'insérer un peu par génie génétique, on modifie l'ADN, on insère au sein de l'ADN de ce lymphocyte T. Et ça, on décide vraiment ce qu'on veut insérer. On a les capacités aujourd'hui on dit qu'on construit ces CAR-T-cells parce qu'on peut designer ou choisir ce qu'on veut insérer. Et on décide d'insérer un anticorps qui va se retrouver à la surface de ce lymphocyte T. Il y a beaucoup de pathologies tumorales dans lesquelles les cellules tumorales ont à leur surface des marqueurs principaux qui nous permettent de les détecter ou de fabriquer aujourd'hui des anticorps monoclonaux. Pour citer l'exemple le plus connu dans le monde du myélome, c'est un anticorps anti-CD38 parce que le daratumumab, Darzalex, puisqu'on sait que les plasmocytes expriment fortement cet anticorps. Et donc là, c'est une méthode différente avec les lymphocytes du patient qu'on recueille par cytaphérèse, globalement un peu comme on fait pour recueillir des cellules souches avant l'autogreffe. On modifie ces cellules avec des techniques un peu complexes de laboratoire pour insérer au sein de ces lymphocytes une partie d'ADN pour qu'ils expriment à leur surface, au final, un récepteur particulier pour reconnaître spécifiquement les cellules tumorales. Et après, on réinjecte au patient ce CAR, ce récepteur chimérique. Et donc, ce CAR, il va reconnaître directement les cellules tumorales. Et comme la cellule qui le reconnaît, c'est une cellule issue d'un lymphocyte T, eh ben, elle va jouer son rôle de fonction de tuer la cellule tumorale. Ça, c'est le concept. C'est bien sûr beaucoup plus compliqué que ça. Il faut aujourd'hui, pour concevoir ces CAR-T-cells, des délais qui sont de 3 à 4 semaines. Donc, c'est déjà de plus en plus rapide, puisqu'initialement, c'était 2-3 mois. Mais bien sûr, il y a des effets secondaires très particuliers qu'on est en train de connaître, de décrire, de mieux gérer. Mais aujourd'hui, on sait que les CAR-T-cells sont une stratégie thérapeutique très importante dans certains types de maladies hématologiques qui sont surtout certaines formes de lymphome et surtout certaines formes de leucémie aiguë qu'on appelle lymphoblastique. Et les données qui ont été présentées au Congrès américain sont certes toujours porteuses d'espoir pour la thématique du myélome, mais elles sont encore assez modestes, les données. Il y a plusieurs essais qui sont en cours, notamment sur le continent asiatique, et c'est toujours malheureusement des faibles nombres de patients. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est un traitement très efficace, puisqu'il y a un taux de réponse assez impressionnant chez des patients qui ont reçu plusieurs lignes de traitement, globalement des réponses quasiment systématiques. Mais à ce jour, la maladie a toujours les capacités de rechute, même après l'injection du CAR-T-cell. Ce que je vous ai pas dit, c'est que l'injection, elle se fait en une seule fois. C'est-à-dire qu'on réinjecte le lymphocyte du patient par une perfusion intraveineuse dans le même patient. Et l'objectif, c'est que ce CAR reste le plus longtemps possible dans le sang. Et à l'heure aujourd'hui, on n'arrive pas à faire perdurer ce CAR dans le sang. Et donc, il est perdu ou le lymphocyte se fatigue. Et à ce moment-là, la maladie peut rechuter. Donc, c'est toujours à l'état d'espoir. On essaye de mieux construire ce CAR, faire en sorte qu'il reste plus longtemps. On sait que c'est efficace, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est probablement une ligne de traitement de plus, donc c'est déjà une bonne chose, avec des toxicités très particulières qui ressemblent à un très gros syndrome inflammatoire qui peut amener les patients dans un état
assez grave, une surveillance en réanimation qui arrive dans les 2 premières semaines après les réinjections. Mais à ce jour, on n'a pas vu que tous les patients avec ce traitement-là n'étaient pas sans rechute. Donc, certes, il y a de l'espoir, un peu déçu des résultats présentés, mais donc c'est beaucoup de travaux en perspective les prochaines années pour les améliorer, pour qu'on comprenne mieux comment les construire pour qu'ils puissent perdurer et garder l'efficacité pendant le plus longtemps possible. Donc, pour ce qui est de l'immunothérapie, il n'y a pas que les CAR-T-cells et il y a le placard, la pharmacie de l'hématologue dans l'immunothérapie, elle s'élargit de plus en plus. Dans le myélome, on l'a déjà cité, mais la première vraie immunothérapie, c'est l'anticorps monoclonal, le daratumumab. Il y a aujourd'hui à l'essai plusieurs autres anticorps monoclonaux, d'autres anti-CD38, qui est la même cible que le daratumumab, mais un petit peu modifié. Il y a d'autres anticorps aussi qui sont en cours de développement. Il y a aussi d'autres stratégies, c'est des anticorps qu'on appelle double spécifiques. Au lieu de reconnaître un seul anticorps à la surface tumorale, il a la capacité d'en reconnaître 2 pour être à la fois plus efficace et pour éviter d'avoir des effets secondaires sur d'autres cellules qui pourraient exprimer ce même anticorps. Et il y a aussi un autre médicament, donc là c'est encore plus compliqué, mais c'est une autre sorte d'immunothérapie qui aussi combine 2 marqueurs antitumorales mais sur la même cible. Donc ça, il y a une étude de phase 1 qui a été présentée. Donc voilà, le placard de l'immunothérapie est en train de se développer. C'est vraiment les premiers prémices. On a déjà franchi le premier pas avec le daratumumab qui arrive vraiment quasiment accessible à tous les patients en France, et ça c'est une bonne chose, et qui arrive en première ligne. Mais des nouvelles stratégies sont en train d'éclore. C'est un petit peu tôt et précoce, mais globalement c'est un message d'espoir assez important. Okay. Merci Alexis. Donc j'ai lu les commentaires. C'est vrai que il est clair, les CAR-T-cells ne sont pas encore proposés en routine dans n'importe quel pays, hein, soyons clairs. Et puis, je tiens aussi à saluer nos amis d'Algérie, du Maroc, du Sénégal, qui sont présents à cette webconf et qui, bien sûr, nous écoutent avec attention et qui se disent que parfois, dans leur pays, c'est parfois encore plus compliqué qu'en France pour d'accéder au traitement que vous évoquez, hein. Donc voilà, donc on est conscient de ça et on souhaite être solidaire et être à leur côté. Hein, voilà, comme dit Joël, amitié à l'Afrique. Hein. J'ai pas vu, il y a eu encore des questions très précises. À partir de quel niveau de pic on redémarre un traitement en cas de rechute. Enfin, mais ça, je pense que vous l'avez déjà évoqué. Hein. Donc, il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres. C'est surtout ce qu'on appelle la cinétique, c'est la façon. Il y a des patients chez qui le taux du pic remonte progressivement, parfois sur des mois, sur des années, sans qu'il y ait besoin de. Voilà. En gros, on ne traite pas des chiffres, mais c'est vraiment l'évolution et le meilleur moyen, c'est de discuter lors des consultations au cas par cas. Et voilà, on traite pas. C'est ce qui rend cette discipline intéressante et la médecine en général. On traite pas sur des chiffres, sinon des algorithmes assez simples pourraient être faits. Voilà. Et donc, je vois quelques questions sur les CAR-T-cells. Voilà. Il y a quelques centres qui sont en train d'ouvrir des prochaines études, mais là, vraiment, c'est un espoir pour les années prochaines, mais c'est très, très précoce actuellement. Et on espère pouvoir faire aussi bien que dans les autres spécialités, mais qui ont déjà un recul plus important. Et dans le myélome, c'est encore assez récent. Oui, dans les contacts qu'on a, si vous voulez, avec les laboratoires, donc il y a 2 laboratoires qui sont engagés dans le développement des CAR-T-cells, qui sont le laboratoire Celgene, qui dès à présent est en mesure de proposer à des patients suivis sur l'île ou non, et on peut très bien s'adresser à donc ça, c'était des études qu'on appelle de phase 2. 2 ou 2B, oui, c'est ça, voilà. Et y compris Janssen, donc en 2019, je ne sais pas où ils en sont, mais ils étaient en train de recruter des centres et eux seraient sur un nombre de centres un peu plus significatif. Mais c'est pour vous dire que, voilà,
y compris les essais cliniques sur les CAR T-cells, si j'ai bien compris, ne seront pas ouverts dans un grand nombre de centres l'année prochaine. Alors, il y a deux débats. Il y a le débat médical pour savoir quel centre serait capable de faire de gérer des patients avec des toxicités particulières que sont les CAR T-cells. Et globalement, les discussions actuelles vont plutôt pencher en faveur de faire ce type de traitement dans des centres experts en hématologie qui ont un plateau technique et qui ont l'habitude de gérer ce dont on a parlé tout à l'heure, des patients avec un centre d'allogreffe, puisqu'il faut une réanimation particulière, il faut un suivi très particulier, donc réservé pour des centres experts, et ça je pense que c'est une chose indispensable. C'est pas un traitement qui peut être fait en hôpital de jour, c'est pas un traitement qui peut être fait dans un centre d'oncologie qui n'a pas l'habitude de gérer ce type de problématique. Et il y a une deuxième question qu'on ne peut pas ne pas évoquer, qui est économique, puisque ce traitement aujourd'hui a un coût, c'est un coût qui est estimé, c'est même pas un coût de fabrication, c'est un coût qui a été estimé, qui est extrêmement important, et c'est des laboratoires qui rachètent des startups pour développer ce médicament. Et donc, effectivement, c'est réservé qu'à quelques centres. On pense que dans quelques années, chaque centre expert au sein d'une région pourra bénéficier de ces traitements. Mais effectivement, les sélections des centres, là, c'est fait sur que quelques centres, puisqu'il faut avoir cette compétence de gestion qu'on ne connaissait pas avant, donc ça ne peut pas être fait n'importe où, c'est vrai. Je vois qu'on se rapproche de 19h là. Alors, attendez, j'essaie d'avancer. Je ne sais pas si Elodie est encore. Je suis là, Bernard. Malgré quelques petits soucis techniques, j'arrive à me reconnecter. Voilà, sans Elodie, on ne pouvait pas faire d'excellentes conclusions. Donc, écoutez, Alexis, encore merci pour votre contribution aujourd'hui. Si vous pouvez relire le chat, vous verrez que voilà, vous avez une cote très élevée. Là, je pense que beaucoup de participants s'associent à moi pour vous remercier pour la clarté de vos réponses, la fluidité de vos réponses, voilà, et que ça nous montre que ces webconf sont très importantes parce qu'ils viennent en complément du travail que chacun a pu faire au travers du MOOC pour suivre les différentes vidéos et petits travaux personnels proposés, voilà. Merci, excellente soirée, un grand merci, merci beaucoup, voilà. Je laisse maintenant Elodie le soin de conclure et de donner les informations pour les semaines à venir. On s'approche de la fin du MOOC, mais ce n'est pas terminé. On a encore, je pense, un rendez-vous au travers d'une webconf. Tout à fait, Bernard. Donc, comme vous le mentionnez, effectivement, vous avez encore une semaine, un peu plus d'une semaine pour finaliser vos modules. Là, si vous êtes sur la fin du MOOC, tant mieux. Si vous êtes un petit peu en retard, un petit coup de boost. Donc, n'oubliez pas de valider chaque étape pour obtenir votre diplôme de fin. Et donc, le module 4 aborde la thématique suivante. Donc, si vous êtes sur le module 4, vivre avec son myélome au quotidien. Et bien sûr, on vous remercie pour votre présence et votre participation très active ce soir. On sentait que vous étiez très animés et très, très en forme. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Et n'oubliez pas la prochaine webconférence qui sera sur la gestion des relations avec son entourage avec la oncopsychologue Karen Krautzer. Merci beaucoup, Dr Talbot. Merci, Bernard. Et puis, on vous dit à très, très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.